Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi France 3 Lorraine. C'est Dimanche en politique. Aujourd'hui, on s'intéresse aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19. Alors, quelle sera son ampleur? Faut-il s'attendre à un tsunami, comme certains économistes le prédisent? Les dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises, suffiront-ils à limiter la casse? Faut-il se résigner à voir disparaître certains secteurs d'activité? Ou la crise va-t-elle tout simplement, au contraire, pousser les entreprises à innover pour mieux réussir demain? Pour répondre à ces questions, deux observateurs de l'économie locale sont avec nous. Gilles Caumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président du MEDEF de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes également PDG d'Adista, une entreprise. Vous avez combien de salariés, rappelez-moi? Un petit peu plus de 500 salariés à ce jour, répartis sur une trentaine d'agences sur l'ensemble de l'Hexagone. Et vous travaillez surtout dans le numérique, hein? Le numérique et notamment dans le cas du Covid, le travail à distance qui est devenu quelque chose de généralisé. On va en parler justement. Et Michael Zenèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président national du Club France Entrepreneurs et Indépendants. Vous représentez donc les chefs d'entreprise et vous êtes aussi le président du Club PME des Vosges. Vous avez combien de salariés, vous? 2 salariés, des activités en Meurthe-et-Moselle-Vosges et en Aquitaine. Alors dites-moi, on va parler justement des conséquences sur l'économie de cette pandémie. Concrètement, par exemple, pour vos entreprises respectives, quelles sont les conséquences à l'heure où on parle? Alors sur l'entreprise Adista qui travaille dans le monde du numérique, les conséquences sont extrêmement mesurées. Quelques conséquences négatives sur la capacité d'intervenir chez les clients, de se déplacer, etc., surtout dans la première vague de la pandémie. Et puis, par contre, sur le besoin, le marché et les besoins des clients, c'est quelque chose quelque part qui nous pousse et qui est un accélérateur de la transition numérique en cours dans les entreprises françaises. Michael Zenèvre, vous? Alors sur la partie conseil, communication... Vous faites du conseil et communication d'entreprise. Conseil, hein. communication d'entreprise et dans le tourisme. Donc le tourisme, c'est en Aquitaine, avec une activité à moins 50% sur l'année. Et par contre, le conseil en communication, il y a une légère baisse, mais qui est supportable. Alors concrètement, quelles sont les conséquences sur l'économie de cette pandémie? Est-ce qu'on a une image, est-ce qu'on a une idée justement de l'impact que ça va avoir, ce premier confinement et le deuxième? Alors c'est quelque chose d'inédit, hein. Donc les gens qui pensent savoir l'impact que ça aura, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, où il y a autant d'avis que de personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une espèce de phase d'endormissement, hein. Il y a eu une anesthésie générale de l'économie avec les aides nombreuses et pertinentes, hein, qui ont été mises en place. Et on n'est pas encore dans la réalité, c'est-à-dire que le patient est encore endormi et on saura quand il va se réveiller si effectivement il y a des séquelles ou pas. Pour l'instant, c'est très difficile d'être certain de l'impact. Certains annoncent quand même un tsunami économique avec des pertes d'emplois très importantes. 1 million, 1,5 million, certains disent. Vous en pensez quoi? Vous attendez à ce chiffre? Quand on regarde les chiffres, il y a des chiffres paradoxaux parce qu'on a moins 40% de défaillances d'entreprise sur cette année. Donc ça veut dire que les plans gouvernementaux et toutes les aides qui ont fait, conjoncturelles, permettent aujourd'hui de tenir à flot plus ou moins l'économie. On voit à la sortie du premier confinement, l'économie a fortement redémarré dans le commerce, etc. Elle s'est rééteinte à nouveau au deuxième confinement. Et on a soutenu des entreprises, même fragiles, pour qu'elles ne défaillent pas. Donc moins 40%. Si ça se reporte l'année prochaine et qu'il n'y a plus d'aide, on pourrait considérer qu'on va rattraper le nombre de défaillances 2019. Mais je reste persuadé qu'on va se redresser, puisque les mesures qui ont été mises en place ont permis d'absorber, et notamment dans les TPE, PME, restera la question des dirigeants indépendants et les indépendants seuls, qui là, rebondiront certainement, mais sont un peu éloignés des soutiens qu'ils pourraient avoir. Alors justement, pour ces mesures, c'est vrai qu'elles ont été nombreuses, hein, les pandémies. La pandémie va avoir des conséquences économiques qui restent aujourd'hui, c'est vrai, difficiles encore à évaluer. Mais pour aider les entreprises, face à cette crise, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Chômage partiel, fonds de solidarité, mesures fiscales, enfin exonération, prêts garantis, etc. Est-ce que ces mesures sont à la hauteur de la situation? Alors je pense qu'elles le sont en termes de montant. La difficulté, c'est que ces aides arrivent bien à leurs destinataires et donc à toutes les entreprises qui en ont besoin.
Pour les grosses entreprises, c'est relativement facile de faire des dossiers, de répondre à des manifestations d'intérêt, etc. Pour les entreprises, même à partir du niveau ETI et plus petites, c'est des choses auxquelles elles sont très peu habituées. Et donc, une des choses qu'on a mis en place, notamment nous au MEDEF, c'est une cellule qui permet d'aider les chefs d'entreprise à s'y retrouver dans cet ensemble d'aides et cet ensemble de possibilités. C'est une usine à gaz ? C'est pas une usine à gaz, c'est qu'il y a un manque d'explication et l'information ne redescend pas jusqu'à l'utilisateur potentiel. Et plus l'entreprise est petite, moins elle est au courant. On entend parler de choses. Le chômage partiel, tout le monde en a entendu parler, mais quand on regarde concrètement comment il faut commencer à remplir le dossier, on se dit oh là là, oh là là. Et aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises n'ont pas déposé de dossier, sont arrangées autrement, anticipé les congés, se débrouillent. Et c'est dommage parce que c'était un vrai outil pour maîtriser, puisque derrière on sortait aussi des charges. Il y a un opérateur qui a repoussé toutes les cotisations, c'est l'URSSAF, entre autres. Là, ça va faire mal parce que les entreprises sont aperçues qu'ils ne payaient plus l'URSSAF. Il n'y a pas de relance s'il y a des retards, mais les relances, elles vont bien tomber un jour. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des conséquences. Mais quand on regarde le nombre d'entreprises qui ont demandé des aides sur les fonds Par exemple, le fonds de solidarité, c'est un peu plus de 13 000 entreprises pour 66 millions d'euros pour le département de Meurthe-et-Moselle. Voilà, et c'est 30 millions pour les Vosges, donc c'est deux fois moins, mais c'est peu en nombre d'entreprises qui ont demandé. Il y a déjà des cas. Sur la première période, c'était open bar. On déposait, on touchait. Sur la deuxième période, là, ça a plus verrouillé. Il y a un certain nombre d'entreprises, et nous, on a des retours de chefs d'entreprise qui nous disent « j'accède pas, ça traîne, mon dossier est en instruction, je ne peux pas l'utiliser », y compris pour le chômage partiel, fonds de solidarité au chômage partiel. Et il y a des contrôles, ce qui sont normaux, les contrôles, puisqu'il y a eu des dérives avec des entreprises qui ont utilisé, qui ont fait une demande, qui ont disparu, l'argent est parti ailleurs. Je me suis renseigné hier sur le nombre d'entreprises que ça pouvait concerner, c'est entre 2 et 5%. Donc c'est pas la majorité, sauf que là, la majorité est en train de se faire plus ou moins sanctionner. C'est-à-dire qu'on est en train déjà de demander dans les détails les chiffres détaillés pour reverser sur un mois. On parle de sommes de 1 500 ou 10 000 euros. C'est pas des millions d'euros sur les entreprises. Ça veut dire que, par exemple, si on prend par exemple le prêt garanti par l'État, dans notre région, combien d'entreprises y ont eu Alors le prêt garanti par l'État, il y a deux chiffres importants. En Meurthe-et-Moselle, il y a 4 800 PGE qui ont été acceptés et libérés en termes d'argent. Et il y a un taux de refus qui est inférieur à 3%. C'est-à-dire que 97 et des poussières de % ont obtenu le PGE qu'ils avaient demandé. Donc là, honnêtement, on ne peut pas avoir des taux de succès bien supérieurs. Donc d'avoir un petit peu de contrôle derrière et une deuxième phase un petit peu plus serrée en termes de justificatif n'est pas non plus complètement décalé. Voilà, ce prêt garanti par l'État. L'État, donc, qui a donné un tour de vis, c'était nécessaire, ça? Ça, c'est une décision sanitaire, c'est certainement pas une décision économique. Un des gros griefs, quelque part, du MEDEF et des divers syndicats patronaux, c'est quand même que, globalement, le gouvernement ne s'occupe à peu près pas de l'avis des pouvoirs économiques. Et donc, on fait passer le sanitaire en premier, ce qui se défend, mais après, il ne faut pas non plus s'étonner des conséquences économiques une fois qu'on a pris des décisions purement sanitaires. Pour vous, on en fait trop ou pas ? C'est pas qu'on en fait trop, c'est qu'on le fait de façon trop systématique, généralisée, sans être en local, proche des entreprises, proche des entrepreneurs, pour adapter les dispositifs au réel risque sanitaire. Et c'est pas du tout sûr que les entreprises soient un endroit plus risqué que d'autres en termes de sanitaire. Donc je pense que c'est le côté on aligne tout le monde vers le bas, il faut arrêter tout, donc on arrête tout le monde sans trop se polariser sur tel ou tel cas particulier. Vous avez eu des clusters, par exemple, dans votre entreprise ? À ma connaissance, dans les entreprises de Meurthe-et-Moselle qui adhèrent au MEDEF, on n'a pas eu de cas. On parlait justement du prêt garanti par l'État. Comment se dessine justement le futur ? Certaines entreprises ne pourront peut-être pas rembourser ce fameux prêt. Alors c'est la question qui a été posée au premier confinement. La question c'était les intérêts et quand est-ce qu'on commence à rembourser. Là on sait à peu près maintenant quand est-ce qu'on commence à rembourser. Les intérêts qui sont de l'ordre de 1%, je crois, donc relativement faibles. Il faudra bien le rembourser. Mais on peut rembourser quand il y a de l'activité. Tant qu'il n'y aura pas d'activité, je pense que les prêts doivent reculer. Mais je crois que
les aides, elles étaient nécessaires. J'ai une petite différence, notamment sur les très petites entreprises. Il faut trouver le bon équilibre entre la santé de la population, l'acceptation du nombre de malades, voire de décès, et maintenir quand même l'économie qui puisse rebondir, redémarrer, pour que ça ne s'écroule pas. Je pense que les mesures qui ont été mises en place, elles étaient nombreuses. Une entreprise de petite taille qui savait articuler entre le fonds de solidarité, éventuellement un prêt garanti, le chômage partiel, le report des cotisations, si elle était fermée, en plus avec les dernières mesures sur les loyers, etc., elle peut s'en sortir, elle peut passer le cap de 3 mois, 6 mois, voire l'année de 2020, et de redémarrer derrière. Et il fallait ouvrir rapidement, que ça soit accessible. La dérive 2 à 5% d'escroqueries, elles seront rappelées, dont acte. Mais si on n'avait pas fait ça, je pense qu'on aurait un nombre de chômeurs qui serait démultiplié. Les aides, 10 000 euros, quand vous avez 3-4 salariés, un chômeur à l'année, ça coûte à peu près 15-20 000 euros. Donc je pense que l'investissement dans les entreprises, elle était nécessaire. Il ne faudrait pas qu'elle se ralentisse tant qu'on est encore concernés, notamment des activités qui sont concernées. Et sur l'activité partielle, cette fois-ci ? Alors l'activité partielle, on a un grief qui remonte maintenant régulièrement sur les très petites entreprises, c'est que autant les annonces gouvernementales, elles sont intéressantes, elles manquent d'informations sur le terrain. Alors tout le monde essaye d'informer, mais c'est quand même compliqué, il y a beaucoup d'entreprises. Mais c'est surtout les services déconcentrés qui ne font pas leur boulot. Alors, je vais taper un peu sur la tête de certains services. Alors, je pense que les directs, quand un chef d'entreprise appelait un inspecteur pour lui demander de venir, voir si les conditions, l'aménagement de l'entreprise correspondaient aux actes de sécurité, ils étaient absents, eux. Ils étaient absents. On a eu les médecines du travail qui étaient présentes, mais les autres étaient absents. Quand on demande à la directe sur du chômage partiel, alors que les réponses sont urgentes, c'est pas dans 15 jours qu'on met les gens au chômage partiel, c'est parce qu'on a un trou immédiat et il faut qu'ils y soient dans les quelques jours qui viennent. Les réponses, elles mettent 15 jours, 3 semaines, on vous redemande des pièces, etc. C'est des usines à gaz. Parce que c'est l'administration locale qui met des usines à gaz. Et là, en tant que syndicaliste, je peux dire que c'est pas sérieux. Est-ce qu'il y a eu vraiment des oubliés des plans d'aide ? On a oublié des gens quand même. Alors il y a toujours quelques petits trous dans la raquette. Et donc il y a effectivement 2 à 5% qui ont un petit peu tiré sur la ficelle et puis peut-être 2 à 5% qui ont été oubliés dans les aides. Donc c'est pour ça que nous, on plaide pour des aides locales, c'est-à-dire qu'au cas par cas, il faut traiter ces cas particuliers qui ne sont pas dans le cas général. Et donc pour ça, c'est en local, au niveau soit des préfectures, soit des chambres de commerce, soit je ne sais quelle entité, pourquoi pas les directs, enfin il n'y a pas de souci, de traiter les cas particuliers qui auraient été oubliés. On ne peut pas faire des mesures qui couvrent 100%, il y a toujours des exceptions. L'idée, c'est de gérer ces exceptions de façon intelligente. Vous aussi, vous regrettez que ces aides soient plutôt dans le court terme et qu'il n'y ait pas de véritable vision à long terme ? Alors, il ne faut pas confondre plan de soutien et plan de relance. Le plan, actuellement, on est clairement dans un plan de soutien. La relance, elle est plutôt pour demain. On a failli l'avoir au mois de septembre. Qui sera mis sur la table. Les 100 milliards du plan de relance, il faut faire attention que ça ne se transforme pas en 80 milliards de plan de soutien et 20 milliards de plan de relance. Par contre, le plan de relance, qui est intéressant en termes de montant, cible quand même, à mon sens, plutôt les grosses entreprises, ETI et grandes entreprises, puisqu'il faut déposer des dossiers. Et il y a quand même une contrepartie, c'est que les investissements doivent être faits dans des mondes bien particuliers, que ce soit la transition numérique, écologique, l'économie d'énergie, etc. Si l'entreprise n'est pas dans ce monde-là, elle ne pourra pas prétendre avoir des aides. Donc là, je pense qu'il y a encore des gros trous dans la raquette sur le plan de relance. Et il faut aussi que le plan de relance s'adresse plus facilement aux petites entreprises. Il fallait aider de la même manière toutes les entreprises ou au contraire, il y a certaines entreprises, dit-on, qui ont profité un peu de cette aubaine Covid pour récupérer un peu des fonds. Elles étaient déjà un peu fragiles et elles seront encore fragiles au printemps, quoi. Moi, personnellement, je pense qu'il fallait les soutenir. Ça aura coûté moins cher à la société, à la collectivité de les soutenir, à ce qu'elles tiennent, même si elles doivent disparaître l'année prochaine, que d'avoir tout cassé d'un coup. Parce qu'elles sont restées à flot et du chômage partiel, ça coûte moins cher à la collectivité, etc. C'est moins 40% de défaillance. Donc, à un moment donné, pourquoi moins 40% quand il y a une crise ? C'est pas très logique. Donc, on aurait dû avoir déjà des défaillances. On a reporté les défaillances. Mais je crois aussi qu'il y avait besoin d'avoir la paix sociale et de maintenir tout en activité. Je vais revenir sur le plan de relance, si vous me permettez. Le plan de relance, et là je rejoins Gilles Caumont, il est très ciblé sur 2 secteurs, le numérique
et l'écologie, ce qui est très bien, mais ça concerne surtout les grandes entreprises. Aujourd'hui, on voit que les fonds qui sont attribués, j'ai noté ça, j'ai été voir sur la BPI, les 3 principales activités qui trustent quasiment la totalité du plan actuellement, production électrique et gazière, on pourrait dire que c'est des TPE-PME, les industries extractives, entre autres, et banques et assurances. Et ça prend 66% des fonds actuellement des 100 milliards. Les 100 milliards ne sont pas dépensés, mais 66% des fonds utilisés. Le plan de relance doit servir aussi à d'autres entreprises. En gros, on a une baisse en 2020 du PIB qui va être entre 5 et 10%. Et le plan de relance 2021 doit ramener le PIB au même taux qu'il aurait dû être. Vous y croyez, vous, à ça ? J'y crois peut-être pas, mais c'était l'objectif de ce plan de relance, à quelques pourcents près. Si c'est uniquement des grandes industries qui n'ont pas de concurrence en local, parce que là aussi, il n'y a pas de concurrence internationale, on va quand même se poser des questions. Des sociétés comme Adista ou d'autres, ou même dans le tourisme, ou dans le commerce, il va falloir qu'on soit soutenu. 100 milliards sur 2 ans. Ce plan de relance, il y aura également des baisses d'impôts. Il y aura des investissements, mais on n'a pas assez mis sur les investissements, selon vous ? Alors si, il y a quand même des investissements, mais là encore sur les grosses entreprises, il y a 10 milliards qui sont une réduction des impôts de production. Donc ça, c'est quand même, on commence à éliminer un petit peu ce boulet au pied que traînent toutes nos entreprises de production. Mais 10 milliards sur à peu près 70 milliards qu'elles payent tous les ans, c'est pas encore il y a encore du chemin à parcourir. Et clairement, les problèmes sont plus de répartir, une question de répartition peut-être plus qu'une question de montant. 100 milliards, bon, aujourd'hui on jongle avec les milliards comme hier avec les centimes, mais 100 milliards c'est quand même des sommes très significatives, intelligemment utilisées. Il y a effectivement moyen d'assurer une relance efficace. Cette crise a obligé les entreprises à prendre le tournant du numérique. Vous le voyez tous les jours. On avait du retard dans le domaine ? Alors oui, on avait du retard, ça c'est indéniable. Et notamment là encore, alors c'est un schéma qui se retrouve très souvent en France, c'est-à-dire les petits sont souvent en retard par rapport aux gros pour tous ces problèmes de transition et d'évolution. Que ce soit la transition numérique, là on l'a bien vu, aussi bien en termes de télétravail que de vente à distance, que toutes ces choses-là. Et également tout ce qui est économie d'énergie, oui, on est quand même largement à la traîne. Et si on veut voir un effet positif à cette crise du Covid, c'est un accélérateur de bonnes pratiques. Les gens qui se sont informatisés, qui ont développé des outils, ils vont continuer à les utiliser. Donc quelque chose malheureux est bon. Dites-moi, avec cette crise, ça aussi, ça a modifié les habitudes de travail. Beaucoup d'entreprises se sont mis au télétravail. C'est plutôt une bonne idée. De toute façon, dans certains cas, il n'y avait pas le choix. Mais en même temps, le télétravail, ça ne marche pas à 100%. Il y a 2 niveaux. Je pense qu'on est arrivé dans une marche forcée de la mise en place du numérique, l'utilisation du numérique. Avec le télétravail, mais aussi avec les relations avec les administrations, et sans avoir accompagné la maîtrise des usages. C'est-à-dire du jour au lendemain, on est passé, la technologie était là, les applicatifs sont là, mais vous vous retrouvez chez vous avec votre ordinateur qui n'a pas obligatoirement, et notamment dans les TPE-PME, la bonne application, le bon lien, le bon niveau d'accès à Internet. On utilise de plus en plus pour les réunions des différents outils, je ne citerai pas les marques, mais on ne sait pas sur quel bouton appuyer, on fait des erreurs, on affiche son écran. Donc là, il y a un manque de préparation sur les usages. Alors quand les entreprises sont assez grandes, structurées, qu'il y a des services de formation, d'accompagnement, ça se passe relativement bien. Mais dans une TPE, une petite PME, ça devient vite compliqué et même les salariés ne sont pas obligatoirement demandeurs. Il y a eu un accord qui est signé par les partenaires sociaux, un certain nombre de partenaires sociaux. Moi, je regrette qu'il n'ait pas été assez loin parce qu'on va se poser des questions sur les conditions de travail. On va avoir des questions sur les troubles musculo-squelettiques qu'on a dans les entreprises, qu'on sait gérer parce qu'on a une responsabilité. Mais quand la personne va être chez elle, comment on va la gérer ? Donc, je pense qu'il y a un gros travail. C'est un espoir. Et puis sur le numérique, il y a une chose, c'est que pendant ces confinements, on nous a demandé d'avoir des relations avec les administrations, la CPAM ou d'autres, tout numérisé et plus de numéro de téléphone. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes pour des chefs d'entreprise ou même pour des salariés qui n'ont plus d'interlocuteurs. Et quand vous avez des agents de la CPM, c'est pas pour les critiquer, mais ils travaillent aussi en télétravail, c'est pas les mêmes qui suivent votre dossier, c'est insurmontable. Le numérique, c'est bien. Mais on doit quand même trouver l'équilibre, avoir des interlocuteurs à un moment donné pour solutionner les problèmes. Parce qu'on additionne les problèmes, les dossiers, etc. On connaît plus personne. Alors c'est bien pour les sociétés du numérique,
mais pour le Kidam, c'est moins bien. Vous vous frottez les mains avec cette crise dans le numérique. Alors, le numérique, c'est un outil. L'outil, souvent, il est ni bon ni mauvais. C'est l'usage qu'on en fait qui est bon ou mauvais. Alors, justement, on parlait des questions qui se posent par rapport au télétravail. Qu'est-ce qu'un accident du travail quand on est en télétravail, par exemple? Le télétravail, alors quelque part, là encore, la crise a servi de révélateur. On s'est rendu compte que le télétravail, qui était la panacée universelle pendant les 15 premiers jours du premier confinement, s'est révélé dans la durée et dans la mise en place du deuxième confinement beaucoup plus problématique, avec des salariés qui eux-mêmes ne voulaient plus faire du télétravail parce que leurs conditions de travail à la maison n'étaient pas forcément idéales, parce qu'ils ont besoin d'un contact social, de travailler en collaboratif. Et puis, donc ça génère tout un tas de nouvelles problématiques dans le code du travail qui vont devoir être rodées sur des mois et des années. On ne peut pas faire ça en 15 jours. Voilà, si je tombe dans l'escalier entre la chambre et le salon, je suis en télétravail, je suis considérée en accident de travail? Aujourd'hui, oui, à mon avis. Maintenant, je pense que les tribunaux auront du grain à moudre là-dessus dans les mois et les années à venir. Et puis, un des problèmes du télétravail qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même que c'est aussi un instrument de fracture sociale. On va avoir ceux qui peuvent télétravailler, grosso modo, on va dire les cols blancs, pour faire court, et puis de l'autre côté, ceux qui doivent aller travailler dans les usines, dans les supermarchés pour approvisionner les rayons, et qui, eux, ne sont pas susceptibles de faire du télétravail. Donc, je pense que l'accord qui a été négocié entre syndicats, patronaux et salariés récemment est un accord relativement intelligent, puisque l'idée, c'est de faire confiance au bon sens de proximité pour une mise en place partielle et progressive du télétravail. Est-ce que justement, pendant cette période de télétravail, il y a eu davantage de cyberattaques, par exemple, parce que les salariés sont moins bien formés? Ça, c'est une certitude. Voilà. Et alors, il y a une coïncidence, c'est-à-dire qu'à la fois... Il y a eu plus d'attaques informatiques. Il y a beaucoup plus d'attaques, à la fois parce que clairement, en ouvrant son système d'information pour qu'il soit accessible depuis chez les salariés, c'est une porte ouverte à tout ce qu'on veut bien laisser rentrer. Et puis en parallèle, on est quand même dans une époque où, quelque part, il y a une guerre mondiale, une cyberguerre qui s'est développée. On voit que là, ils essayent de voler les formules des vaccins, enfin, etc. C'est du terrorisme d'État, pour une grande part d'ailleurs, à l'échelle mondiale. Donc on a une coïncidence de deux événements qui font que ça devient une vraie problématique. Donc la cybersécurité, c'est un des axes sur lesquels on a décidé d'aider nos adhérents au MEDEF en ayant des outils et une formation spécifique pour que les chefs d'entreprise prennent conscience du problème. Parce qu'avant de le résoudre, il faut déjà qu'ils en soient conscients. Et ça, c'est pas encore gagné. Parce que les cybercriminels, ils s'attaquent aussi aux télétravailleurs, ils sont plus vulnérables, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait. C'est que le télétravailleur, pour que quelqu'un qui télétravaille, c'est une porte ouverte sur le système de l'entreprise. Donc cette porte peut être utilisée par le télétravailleur, mais aussi par le hacker. Voilà. Et puis tout ce qui est phishing, effectivement, qui s'est intéressé à l'ingénierie sociale pour faire croire qu'on se fait passer pour quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile à faire si la personne est isolée chez elle. Elle ne peut pas demander l'avis de sa collègue, elle ne peut pas demander à son chef est-ce que je fais bien de répondre à ce mail, est-ce que c'est bien lui qui me l'a envoyé ou pas. Et donc les gens isolés, ils sont beaucoup plus victimes. Dites-moi, le dur, on va rentrer dans le dur au mois de mars, avril, cet été? C'est là qu'on va commencer à voir les difficultés qui s'annoncent? C'est très difficile à dire. Il y a des secteurs qui ont réussi à redémarrer. On voit le bâtiment avec les mesures de sécurité qui sont prises. Il y a des secteurs qui vont vraiment être très sinistrés. Je pense au restaurant, par exemple, à l'hôtellerie, à l'industrie du loisir. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres secteurs. Oui et non. Je vais pondérer. Alors, je sais qu'il y a des collègues, chefs d'entreprise, restaurateurs, etc., qui ne vont pas être contents de ce que je vais dire, mais il y a pas mal de soutien et d'aide aujourd'hui pour passer le cap. C'est rageant, par contre, parce qu'on est dans l'affectif. Vous voyez un chef d'entreprise, vous dites, vous n'allez plus travailler. Et là, pour l'instant, les restaurants, ils doivent tenir jusqu'au 20 janvier. Mais les dernières mesures sur les loyers, je pense qu'il faudra qu'elles soient reconduites, parce que si ça dure, d'exonération d'impôts pour les bailleurs, le chômage partiel, les indemnités, le prêt garanti, mais aussi le fonds de solidarité, maintenant, qui peut monter jusqu'à 5-10 000 euros. Je pense qu'on arrive à passer à peu près le cap. Je voudrais revenir sur le numérique, là, parce que j'ai regardé... il y a des commerçants qui ont rouvert. Les commerçants sont très en retard, notamment les indépendants. C'est 50% à peu près, les autres, c'est plutôt des chaînes, des groupes. Mais 50% des commerçants indépendants regardent Internet, les vitrines Internet et vendent par Internet. On critique des grandes marques ou des grandes plateformes, mais se prendre en main, on ne se prend pas obligatoirement en main. Il y a un site qui a été mis en place sur la métropole du Grand Nancy, qui est une usine à gaz,
on a encore dépensé des millions ou des centaines de milliers d'euros sur ce dispositif et qui n'est absolument pas un portail de vente. C'est-à-dire qu'on a fait une vitrine, on présente l'étiquette du commerce avec un produit ou deux. Moi, je suis désolé. C'est pas comme ça qu'on va accompagner les commerçants. Soit on fait une vraie plateforme, on donne des moyens à les collectivités, et pourquoi pas dans les partenariats publics-privés où les commerçants peuvent investir, d'autres porteurs pourraient développer, récupérer des gains, un pourcentage sur les ventes, et on pourrait avoir des vraies plateformes de vente avec l'ensemble des produits d'un commerce. Et là, on pallie. C'est aussi la marche forcée de se mettre en place. Il y a des fonds, le gouvernement a mis en place d'ailleurs des fonds disponibles pour accompagner les commerçants sur leur numérisation de leurs produits. Ça, il faut le développer et pas créer des sites un peu vitrines pour dire j'ai fait quelque chose. Parce que là, c'est faire de la politique alors qu'on a besoin d'actions terrain concrètes avec des moyens très engagés. Comment vous voyez l'avenir ? Vous êtes inquiet pour cet été, par exemple, ou les chefs d'entreprise gardent le moral ? Alors, le chef d'entreprise garde le moral parce que dans une entreprise, il y a tous les outils de soutien, la technique, etc. Mais il y a aussi le moral du chef d'entreprise. Et plus l'entreprise est petite, plus le moral du chef d'entreprise est important dans le développement de son entreprise. S'il n'a pas envie le matin en se levant, c'est sûr que l'entreprise ne va pas aller loin. Donc il y a un vrai travail de fond, au-delà des mesures techniques d'aide qui existent, de travailler sur cet aspect psychologique, cet aspect motivation des entrepreneurs. Donc nous, on y et travaille. certaines vont innover justement pour mieux affronter demain ? Si on ne fait pas face au changement, à voir les nouvelles attentes, j'en parlais pour les commerçants, les nouvelles attentes des consommateurs ou les modes de consommation, on est voué à disparaître. Donc ça veut bien dire qu'il faut innover dans son organisation, dans sa présentation, dans ses nouveaux produits, avec la révolution numérique et la révolution verte. Il va bien falloir aussi évoluer dans la relation client, ses produits, etc. Mais je reviens sur le tourisme. Les réservations été 2021 sont démarrées. C'est la première année, l'année dernière ça n'a pas marché, cette année ça y est, il y a des réservations qui arrivent déjà pour les vacances de l'année prochaine. Donc il faut être confiant. Moi, je pense qu'on va se redresser et on a un gouvernement qui a quand même mis beaucoup de moyens par rapport à d'autres pays sur l'économie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir apporté vos points de vue. Dans un instant, le point sur l'actualité dans notre région avec Arnaud Salvini. Restez avec nous, Dimanche en politique continue avec Francis Letellier. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur la 3.